Solidarité anti-Covid-19, partout dans le monde et aussi sur LibRadio. Ensemble, nous combattons le coronavirus. Retrouve les podcasts et des informations vérifiées sur www.libradio.org. Docteur Jacques Gubler, bonjour. Vous avez participé à la fondation de MSF Suisse. MSF, donc, c'est un acronyme qui désigne Médecins sans frontières. On parle de 1982. Je tiens également à remercier Jan Hutzeler pour sa disponibilité qui a rendu cet entretien possible. Alors, avant que l'on ne commence à proprement parler cet entretien, j'aurais voulu dresser un petit portrait que vous allez peut-être démentir, mais voici ce que j'en dis. Alors, docteur, vous avez pratiqué la médecine, notamment en République centrafricaine, en Somalie, au Cambodge également. En tant que médecin, que pédiatre, vous avez participé à la fondation, comme on l'a dit, de MSF. Ça, c'était en 1982, a priori. Vous avez pratiqué la médecine interne, la médecine tropicale. Vous êtes spécialiste en maladies infectieuses, spécialiste des épidémies, également en microbiologie. Vous avez donc une expertise multiple en ce qui concerne la crise sanitaire qui nous assiège, mais dont on ne va pas parler aujourd'hui, puisque vous êtes en retrait actuellement. Enfin, quand je dis en retrait, c'est tout à fait partiel, puisque vous êtes actuellement senior consultant à l'hôpital cantonal de Winterthur. Est-ce que vous démentez ou est-ce que vous confirmez les informations que je viens de donner ? C'est tout à fait correct. Alors, revenons à MSF. Nous sommes donc en 1982. Au titre de médecin, eh bien, vous êtes déjà évidemment bien occupé. Non content de votre situation, vous participez à la fondation de la branche suisse de MSF. Comment ça s'est passé? Avec qui et pourquoi? J'avais fait ma première mission avec MSF France en 1980 et donc j'étais connu en tant que un des premiers ou le premier médecin suisse par les représentants de MSF à Paris. Et j'ai reçu un coup de téléphone du président d'MSF à ce moment-là, de Claude Maluret, un mardi, me demandant de me présenter jeudi à la conférence de presse pour la fondation de MSF, la présentation de MSF Suisse et internationale. Et comme je devais entrer en service militaire à ce moment-là, je me suis trouvé en uniforme à Genève. Et 5 minutes avant la conférence de presse, Claude Maluret me passe « Oh, pas que j'oublie, c'est toi que je présente comme le premier président. » Donc, j'ai pris cette fonction comme on pouvait dans le temps, avec la distance de Zurich et les heures de travail d'un assistant en médecine. C'était pour quelques mois où j'ai joint la secrétaire qui montait le bureau pour faire des visites aux organisations internationales, entre autres au CICR, pour expliquer ce qu'elle était le but de cette fondation. Alors à ce moment-là, comme vous l'avez dit, vous vous inspirez d'une certaine façon de pairs. Vous avez parlé du CICR, y avait-il d'autres entités, peut-être l'OMS ou qui sais-je, vers lesquelles vous vous êtes peut-être un petit peu tourné pour glaner quelques informations et pour voir quelles mesures vous alliez donner à MSF Suisse? Là, pas vraiment. Je crois que j'ai fait 2 ou 3 visites. Je me rappelle plus de tous les détails, mais c'était surtout l'idée de Paris, c'était d'être près des organisations internationales. Et le contact avec le CICR, c'était surtout parce qu'ils avaient exprimé le souci que MSF venait chercher du personnel dans le même, si vous voulez, le même réservoir de médecins surtout suisses dans lequel le CICR avait besoin aussi. Et on avait conclu que de toute façon, c'était 2 types de médecins tout à fait différents
ceux qui travaillaient pour MSF ou ceux qui travaillaient étaient recherchés pour le CICR. Alors on va tout de suite donner le site internet, c'est www.msf.ch pour les personnes qui souhaiteraient s'y rendre. Il y a également des campagnes tout le temps en action opérationnelle pour lesquelles les personnes peuvent faire des dons, peuvent en tout cas s'informer. Il y a une newsletter également disponible, donc les personnes peuvent s'y inscrire. Pour 2018 en tout cas, MSF est présente dans 23 pays, autour de 73 projets et 6735 collaborateurs sur le terrain. C'est une organisation qui a donc énormément évolué. J'aimerais qu'on s'arrête quelques instants sur les valeurs qui sont constitutives de MSF. Il y a une charte avec 10 points précis. À quel moment cette charte-là survient-elle? Est-ce que dès le début, comme président, votre rôle, c'est également de se questionner sur les valeurs qui vont faire MSF, qui vont constituer MSF? Moi, j'ai joint MSF, entre autres, parce que la philosophie de Sans Frontières vraiment m'a beaucoup plu. En plus, c'était à ce moment-là, en 80, encore des organisations assez spontanées. Et le fait principal de faire des missions là où il y en a besoin, là où la population en a besoin, qu'on y aille, même si éventuellement, ou dans certains cas, ce n'est pas vraiment sollicité par des gouvernements. C'est ça la grande différence à ce moment-là et puis aujourd'hui, surtout avec le CICR qui a une fonction officielle, diplomatique, que Médecins sans frontières, justement, n'avait pas. Et le reste, c'est de la charte, si vous voulez, c'était les points, l'éthique médicale, c'est-à-dire on traite les malades n'importe, sans regard de leur race, philosophie, politique, etc., religion, etc. Alors, la charte en soi de Suisse, ça a été après discuté, fondé quelques années plus tard, et là je n'y étais plus engagé. Au début de MSF en 1978-79, où il y a eu aussi une grande discussion, c'était au moment où la Thaïlande fermait les frontières et ne laissait pas entrer les réfugiés du Cambodge. C'était d'ailleurs une des raisons de grandes discussions et de schisme entre certains fondateurs de Médecins sans frontières avec la fondation à ce moment-là de Médecins du Monde. Concernant le financement d'une telle entreprise, parce que j'imagine que c'est quelque chose de central, est-ce que là, un président, a quand même un regard là-dessus, ou est-ce que là c'est vraiment un travail qui est dédié, avec peut-être un bureau spécifique qui s'occupe vraiment de trouver ces financements? Au début, c'était tout le monde faisait tout. Je pourrais vous raconter un peu comment c'était pour nous dans le terrain. Là maintenant, c'est professionnalisé. Ce qui est important à dire, c'est que MSF est financé pour la grande part par des dons privés et pas par des fonds officiels ou gouvernementaux. Mais là maintenant, c'est tout à fait professionnalisé par une section sponsoring, financement de tout. Alors justement, racontez-nous un petit peu comment est-ce qu'au début de MSF, tout cela s'articulait. Vous avez dit que tout le monde faisait un petit peu de tout. Racontez-nous un petit peu comment est-ce que cela s'articulait dans les premières années de MSF. Si vous voulez, je peux vous raconter surtout comment moi je m'y suis trouvé. Parce que ça montre pas mal ce que c'était aussi. C'est un hasard. Ma mère française m'a découpé un petit article dans le journal Le Monde sur MSF en mettant, comme une mère fait, si j'avais 20 ans, ... Elle me envoie ça au service militaire. Et quelques mois plus tard, j'étais à Paris pour déménager l'appartement de ma grand-mère. Et je me suis trouvé dans le quartier où MSF avait le bureau. J'y suis allé pour m'informer. On me dit que 2 jours plus tard, il y a une séance d'information. J'y reviens et à partir après les
diapositives et les récits, on me dit, on fait les interviews. J'y suis resté, comme j'avais 6 mois devant moi, où en principe je voulais aller voyager. Et après 10 minutes, on me dit, on te prend, quand est-ce que tu pars? Et ça faisait à peu près 3 semaines et demie plus tard, j'étais en Somalie, pour 5 mois et demi dans les camps de réfugiés en Somalie. Si vous voulez, le bureau à Paris, c'était des secrétaires et surtout beaucoup de bénévoles qui venaient, qui aidaient. Les médicaments que nous avions à disposition en Somalie, en partie, c'était des médicaments racolés par des pharmaciens à la retraite qui récoltaient des médicaments que des privés, dont les privés n'avaient plus besoin ou dont les pharmacies n'avaient plus besoin, puis on remplissait des malles et ça partait en Somalie, et nous en Somalie on retriait pour voir vraiment qu'est-ce qu'il fallait et qu'est-ce qui était utile dans les camps de réfugiés. C'était le nom des Français, c'était les cowboys des missions. Et c'était donc vraiment tout à fait ça. Nous étions dans des localités très simples. Nous, dans les camps de réfugiés, on était dans des huttes comme les réfugiés, si vous voulez. C'était très surpeuplé. Dans 3 petites huttes, on était 30 personnes. Donc c'était vraiment très très simple et très cowboy ou aventurier à ce moment-là. Et ça s'est très très vite développé 2 années plus tard où j'ai fait ma deuxième mission. La logistique s'était déjà professionnalisée. Alors comme vous l'avez dit, et je me souviens très très bien dans les médias à l'époque que l'on parlait de cow-boys et en tout cas d'aventuriers de l'humanitaire. Est-ce que à ce moment-là, il y avait déjà des personnes qui pouvaient se retrouver en danger vous-même lorsque vous vous rendiez dans ces camps-là, avec, comme vous l'avez dit, un manque d'infrastructures patent, eh bien, parce que vous partagez vraiment les mêmes conditions que les personnes réfugiées, eh bien, y avait-il des problèmes également de sécurité? Problème de sécurité, problème de santé, parce que les installations sanitaires étaient ce qu'elles sont dans les camps de réfugiés. Problème de sécurité, il y a eu des attaques à la frontière au front qui était à 30 kilomètres. Et il y a eu des attaques, une attaque par un avion sur la ville où on allait faire des commissions, où une infirmière s'y trouvait justement, donc là, elle a eu peur. Et chaque fois que nous traversions le pont, il fallait attendre l'avis de la station radar pour qu'il n'y ait pas d'avion éthiopien à 30 kilomètres des alentours, parce que c'était le temps qu'il nous fallait pour traverser. Donc, si vous voulez, il y avait un peu de tension, il y avait quelques occasions où on savait qu'il fallait faire attention. Moi-même, je ne me suis pas trouvé en danger, ou je me suis senti en danger, sauf comme partout en Afrique pour la circulation. Est-ce que vous partiez à plusieurs, et si c'est le cas, est-ce que c'était plutôt un groupe restreint de médecins qui partaient, ou est-ce que il y avait également des techniciens qui pouvaient vous accompagner, infirmiers ou infirmières, je ne sais pas, d'autres personnes? En Somalie, là où on était, c'était par camp de réfugiés, un médecin et une infirmière pour 20 à 30 000 réfugiés. Et nous avions une laborantine pour un certain temps, pas de logicien, un chauffeur somalien, donc si vous voulez, pas de logisticien. Il y avait un coordinateur en capitale, Mogadiscio, qui lui gérait le matériel. Mais dans les camps, on était responsable de tout soi-même, ce qui d'ailleurs dans le temps m'avait fait réfléchir dans un discours quand on m'avait demandé qu'est-ce qui m'avait servi le plus
pendant ces missions de ma formation, j'ai pu dire que c'était mes années d'éclaireur, de scout, parce que c'était creuser des toilettes, c'était bâtir des étagères pour les médicaments, c'était réparer la voiture, etc. Ouais. Oui, donc vraiment, vous deviez toucher à tout. Est-ce que sur place, vous étiez d'une certaine manière tout de même attendu? Est-ce que sur place, on trouvait quand même si on l'a dit, les infrastructures étaient manquantes, mais voilà, y avait-il une tente ou des personnes qui pouvaient vous aider au moment où vous vous installez? J'imagine qu'il y a également la barrière de la langue qui a pu être prégnante. Voilà. Comment ça se passe au moment où vous arrivez dans les camps? De quelle manière est-ce que vous interagissez au début avec les personnes et que vous vous installez d'une certaine manière avant de vraiment pratiquer la médecine? Moi, je me suis trouvé dans la deuxième vague d'aide, ou la troisième, dans ces camps-là où j'étais. C'est-à-dire que c'était déjà établi. Bien entendu, il faut toujours, et c'est absolument nécessaire, il faut avoir un contact local. Et pour le point de vue langue, il faut des interprètes. Et il faut un chemin avec les dirigeants locaux, que ce soit le gouvernement officiel, que ce soit les dirigeants locaux ou même des dirigeants de partis rebelles, si vous voulez, dans certaines situations. Ça, c'est clair qu'il faut, parce qu'on n'arrive en tout cas pas à faire n'importe quoi sans l'accord de ceux qui ont le contrôle de la situation. Et puis, en général, les missions sont préparées par une mission exploratoire, c'est-à-dire il y a une équipe qui passe quelques semaines, prend les contacts, voit les besoins, avant de proposer la mission aux dirigeants. C'était donc comment ça se faisait surtout dans mon temps. Et avant qu'on prépare et qu'on décide est-ce qu'on envoie une équipe ou non et de quoi ont-ils besoin. D'accord. Les personnes sur place que vous rencontrez, sont-elles immédiatement en confiance? Est-ce qu'elles viennent et est-ce qu'elles se déclarent d'une certaine manière facilement en disant voilà ce qui m'afflige? Ou est-ce que là aussi c'est pas évident, peut-être que, il y a une différence de ressenti, une différence de manière d'appréhender la médecine ou les soins qui font que là, c'était également un défi. C'est en tout cas un défi. On peut pas généraliser parce que ça dépend tout à fait de la situation. Vous avez entendu dire que les difficultés qu'on a retrouvées maintenant que MSF et d'autres avec la crise d'Ebola au Congo, où justement on a dû réaliser que la difficulté majeure pour tous, c'est d'avoir la confiance de la population et que ce n'est pas qu'on ne peut pas apporter les solutions à tout de l'extérieur, qu'il faut les trouver avec les gens de l'intérieur. Pour ma propre expérience, j'ai fait l'expérience que pas tout le monde y voit un avantage qu'il y ait des étrangers sur place. En Somalie, nous avions, avec le corps de catastrophe suisse, l'aide en catastrophe suisse qui était présent, on a préparé une campagne de vaccination contre la rougeole et on a fait un census de la population. On a compté les jeunes et on l'a fait à la Suisse. C'est-à-dire qu'on a eu des chiffres assez précis qui ne se retrouvaient pas être les mêmes que ceux des officiels, des autorités officielles qui avaient agrandi les chiffres pour avoir plus d'aide, surtout de l'aide en nutrition. Et donc là, on a interféré, entre autres, avec un marché clandestin de poudre de lait, de lait en poudre. Ce qui n'a pas été vu très favorablement des responsables, ce qui a fait que moi-même, j'ai été expulsé du premier camp pour me retrouver dans un deuxième. Donc, il y a une difficulté, mais en même temps, si vous voulez, c'est pour ça que je dis il n'y a pas tout le monde,
le soir avant que je parte dans le nouveau camp, il y a la délégation des femmes socialistes du camp qui sont venues me rendre visite. D'ailleurs, ils me font cadeau d'une hutte, des branches et des toiles qu'il fallait pour une hutte, en me disant nous n'avons pas la possibilité d'interférer avec des décisions où nous n'avons pas le pouvoir beau faire, mais elle voulait me dire que comme mère, elle venait me remercier pour ce que j'avais fait pour leurs enfants. Et si vous voulez, ça c'est une des raisons pour lesquelles j'ai toujours été attaché à ce genre de mission, parce que ça touche au cœur. Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, j'allais vous questionner sur ceci, j'y reviendrai un petit peu plus loin, mais j'aurais voulu encore savoir quelles étaient les pathologies que vous rencontriez dans les camps à ce moment-là. Est-ce que, parce qu'après, je voulais également vous questionner sur d'autres expériences. Là, on parle de la Somalie, mais si j'ai bien compris, vous êtes également rendu au Cambodge et en République centrafricaine. Et j'aurais voulu savoir, voilà, quelles sont les pathologies principales que l'on rencontre? Est-ce que ce sont effectivement des maladies, des épidémies? Est-ce que ce sont d'autres types de maladies? Vous avez parlé de la rougeole. Et est-ce qu'il y a des analogies entre vos différentes expériences ou, comme vous l'avez dit, c'est très spécifique à chaque temps et à chaque espace, à chaque lieu? C'est très spécifique parce que tout dépend de la cause de la misère. Est-ce que c'est une catastrophe naturelle, un tsunami, un cyclone? Est-ce que c'est des déportations de réfugiés? Est-ce que c'est une épidémie Ebola, par exemple? En Somalie, c'était la guerre de l'Ogaden, qui avait fait que la population ethnique somalie qui était dans la région de l'Ogaden a été chassée et la pathologie principale, c'était la faim. C'était le marasme, c'était les populations sensibles, ce qui sont les enfants. C'était les enfants avec marasme, les photos qu'on voit quand il y a des famines. Et c'était ça surtout, le but principal, la nutrition intensive de ces enfants. En plus, après, c'était la pathologie infectieuse, c'est les diarrhées, c'est les infections des voies respiratoires, c'est la tuberculose. Ça, on peut dire que c'est un peu partout. En Afrique centrale, c'était une mission de soutien pour les postes de santé à la périphérie, c'était la distribution de médicaments. Donc, si vous voulez, là, il n'y avait pas vraiment de misère de santé catastrophique aiguë. C'était les problèmes d'un pays d'Afrique de ce temps. Le Cambodge, c'était un hôpital 5 ans après les Pol Pot, les Khmers rouges. Oh là là, ouais, j'imagine que c'était terrible. C'était pour la Croix-Rouge d'ailleurs, c'était pas pour MSF à ce moment-là. Donc il y avait une infrastructure de base dans des établissements, de vieux établissements qui avaient fait la guerre, si vous voulez. C'était des moyens simples et limités. On découpait les films de radio à la taille du malade pour sauver, parce qu'on avait 40 films par mois. Donc, c'était là l'expérience de faire de la médecine avec des ressources très, très limitées. Et là, c'est là où j'ai fait connaissance avec la pathologie aussi des actes militaires et en plus des suites de guerre, c'est-à-dire les mines, les blessés de mines encore non détonés.
Oui, absolument. Ouais, il y a toute cette problématique-là également. Dites-moi, on soigne les corps, bien entendu, mais qu'en est-il des esprits? Est-ce que justement, là, quand vous me parlez de Pol Pot, j'imagine que dans une population qui a subi de tels dommages, des actes de torture et qui avait vraiment un régime de terreur qui était en place, est-ce que l'on assiste également à des blessures psychologiques terribles? Si vous voulez, là, il y a la difficulté de la langue. C'est-à-dire que avec les malades, on réalise qu'il y a des passés terribles, mais où on ne peut pas vraiment accéder à qu'est-ce qu'il en est avec la population. On a les récits de ceux qui travaillent avec nous et qui parlent soit l'anglais, soit le français, et on réalise ce qui a été possible. On réalise quand un médecin raconte, oui, c'est ici que j'ai appris à grimper sur un arbre en 15 minutes parce que les Khmers rouges tuaient ceux qui n'arrivaient pas à grimper, sachant que c'était des citadins. Ouais, donc effectivement, on a du mal à accéder même à la problématique en fait parce que, ces fêlures, ces blessures psychologiques, on les imagine, mais on les ignore en réalité. Oui, c'est tout à fait, ça c'est mon expérience, mais j'aimerais quand même montrer, là, les gens d'MSF pourront vous en expliquer plus, l'aide psychologique est fait partie des missions MSF des dernières années, surtout aussi en Afrique, en Amérique centrale, où il y a des psychologues, des psychiatres qui justement sont en mission pour monter des programmes et pour aider des gens. Là, je peux pas vous dire, je sais que ça existe, c'est une partie importante du travail MSF. À moi-même, je n'y ai pas participé. Oui, nous parlerons de ça avec des personnes qui sont actuellement sur des lieux opérationnels. Dites-moi, docteur Gubler, nous avons parlé des vaccins, nous avons parlé des médicaments, de l'hygiène également. Est-ce que lorsque vous êtes dans les camps, alors comme on l'a dit, on soigne, mais arrive-t-on également à faire d'une certaine manière de la prévention, de l'information, une forme de suivi tout de même médical et également de formation peut-être de pairs sur place? Est-ce qu'on arrive un peu à tout faire ou, devant l'urgence, on part au plus pressé? On ne peut pas travailler, surtout comme on le faisait dans ce temps-là, seul. C'est-à-dire que la formation de gens sur place, c'est primordial. Nous avions des aides et des aides où on recrutait des jeunes. En général, la définition, c'était qu'ils devaient savoir compter à 200, calculer un minimum et lire. Et c'est eux qui, très rapidement, faisaient les consultations, surtout les traitements. Il y avait un infirmier somalien qui faisait la consultation et qui sélectionnait après les malades pour lesquels il fallait discuter. C'était l'instruction des sages-femmes traditionnelles. Je me rappelle très bien d'une séance à apprendre comment se laver les mains et comment utiliser des ciseaux qu'on flambait d'abord pour que ça soit plus ou moins stérile. Je vois encore le sourire de ces femmes africaines traditionnelles parce qu'à la fin, si elles passaient le petit examen d'hygiène, on leur avait fait cadeau d'un savon parfumé à leur propre utilisation. Mais c'était surtout ça, c'est voir partout où est-ce qu'on peut faire de la prévention comme on peut. C'est la prévention directe, c'est voir comment on peut faire creuser, aider à motiver à creuser des latrines. Ça va jusqu'au fait de devoir donner
à des Somaliens l'idée d'instruire les gens comment utiliser des latrines, parce que les réfugiés somaliens, c'était des nomades. Ils ne connaissaient pas la façon d'utiliser un endroit spécifique pour faire ses besoins. Et donc, c'était à apprendre pourquoi il y avait un trou au milieu. Oui, puis j'imagine que dans un camp, eh bien, même si, comme vous l'avez dit, vous n'étiez pas accompagné de logisticiens, il y a tout de même une infrastructure de base à organiser, comme, alors, voilà, des canaux, des lieux effectivement spécifiques et dédiés à des activités spécifiques, comme, vous l'avez dit, les latrines, mais des douches, voilà, j'imagine que tout ça, c'est un travail également que vous contribuiez à mettre en place sur place. C'était surtout mon rôle là était surtout un rôle de coordination avec d'autres organisations. J'ai mentionné l'aide aux catastrophes de la Confédération. Il y avait des Maltaises allemands qui, eux, venaient de monter une station de purification d'eau potable. Et sur le terrain, ça, je crois que ce qu'on peut dire, c'est on retrouve toujours une façon de coordonner, de voir qui a quel moyen, qui peut aider en quelle façon. C'est une des expériences très très spéciales de voir comme dans le terrain, on s'entraide s'il y a quelqu'un qui a une chose de plus que des autres, qu'on s'aide, etc. C'était une très grande expérience internationale, si vous voulez. Oui, oui. Et vous avez par ailleurs parlé plusieurs fois des femmes. Alors, quel est le rôle des femmes, justement, dans ces camps? J'ai l'impression qu'il est central. Absolument. Tout se passe dans le camp même. Pour le jour au jour, tout se passe par les mères, tout se passe par les sages-femmes traditionnelles, bien que l'organisation et le pouvoir soient dans les mains généralement ou souvent d'hommes. Mais comme c'est une population très souvent très très jeune, ce sont les enfants de bas âge qui sont les plus atteints et les plus vulnérables. C'est par les mères, par les mères qu'on les atteint, ce qui est surtout de l'hygiène, ce qui est de la nutrition, ce qui est de la vaccination, par exemple. Alors, on arrive doucement au terme de cet entretien. Je souhaite vraiment vous remercier beaucoup d'avoir pris du temps pour répondre à toutes ces questions. Si vous avez encore 2 minutes, j'aurai encore 2 petites questions. Est-ce que ça vous va? Parfait. Très bien. Alors, j'aurais voulu savoir que gardez-vous de ces expériences, notamment la Somalie, mais également le Cambodge et la République centrafricaine. Qu'est-ce que vous avez ramené avec vous de là-bas? Parce qu'à un moment donné, vous avez dit cette anecdote magnifique où l'on vous offre le matériel pour pouvoir façonner votre hutte, en gros une invitation à rester et à vous remercier. Voilà, j'imagine que il y a eu de nombreux gestes, même si vous avez été vous-même, vous l'avez dit, expulsé, donc il y a eu des moments de tension et des moments de frottement. J'imagine que ce que vous rapportez avec vous, c'est tout de même des moments de gratitude qui vous ont été témoignés. Absolument. Si vous voulez, c'est sûr qu'il y a plusieurs points. Un des points, c'est la solidarité des gens dans la misère, où on voit comment dans la misère qui touche beaucoup les pauvres, comment il y a une solidarité interhumaine. Le deuxième point, c'était la joie de vie. La joie de vie, malgré les circonstances, des fois terribles, difficiles, mais il y avait toujours cette joie de vie, les enfants, et ça m'a beaucoup marqué. En plus, une grande gratitude d'avoir l'énorme privilège de vivre en Suisse, de faire de la médecine, d'avoir pu faire 30 ans de médecine en Suisse, et ça m'a certainement marqué. Je suis sûr que de temps en temps, mes assistants ont trouvé que le patron parlait un peu trop de ne pas gâcher les ressources parce que il avait déjà vécu comment il fallait faire sans ces ressources. C'est donc, si vous voulez, du point de vue humain,
personnel, mais aussi du point de vue professionnel que ça m'a beaucoup marqué. Et c'est donc une des raisons pour laquelle je m'engage encore dans un projet de coopération au Laos. Actuellement, si vous voulez, je suis le coordinateur d'un projet de collaboration entre l'hôpital cantonal de Winterthur et un hôpital provençal au Laos, qui est depuis 10 ans. Il y a des équipes suisses qui vont là-bas et j'appelle ceci un aide au développement du personnel suisse. C'est-à-dire, c'est vraiment un projet de win-win, de profit pour les deux côtés. Eh bien, nous pourrions, qui sait, en reparler à un moment donné, si vous le souhaitiez, en tout cas. Pour doucement terminer cet entretien, j'aurais voulu savoir, voilà, alors, vous nous avez dit ce que vous avez rapporté avec vous, mais lorsque l'on revient physiquement et qu'on reprend son poste, en Suisse, eh bien, comment est-ce que l'on assume l'écart auquel on assiste? Qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, effectivement, on a de la chance, on a une infrastructure, on a des ambulances qui roulent, on a des routes avec qui ne sont pas accidentées, on a tout ce qu'il faut en termes de médicaments, de vaccins, de méthodes pour former les gens, mais également pour informer les personnes. Voilà, quel est cet écart-là? Comment est-ce que vous l'avez ressenti au moment où vous reprenez contact avec l'hôpital de Winterthur où vous êtes de retour? C'est difficile et il y a pas mal de gens qui ont beaucoup de problèmes avec ça. Je crois qu'il faut réaliser que c'est deux mondes différents et que surtout il ne faut pas rester ni dans l'un ni dans l'autre. Mon point de réveil, ça a été en Somalie, nous avions pendant 3 ou 4 semaines que 3 aiguilles pour faire des perfusions à des bébés qui avaient eu de la diarrhée. On les cuisait dans l'eau. Et quand je suis revenu à l'hôpital, la 2e semaine, j'ai essayé de faire une perfusion, ça n'a pas marché. Et au moment où j'essaye avec la même aiguille de le faire une 2e fois, l'infirmière me donne une aiguille fraîche. C'est à ce moment-là où j'ai dit, tiens, je ne suis plus en Afrique. Chaque personne qui part en mission doit faire trouver son propre chemin, mais ça, c'est difficile. Alors, je vous remercie encore beaucoup. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'aurais peut-être juste voulu, pour la toute dernière question, vous questionner sur, vos projets, vos aspirations. Alors, vous avez parlé du Laos. Est-il le projet que vous menez actuellement, y en a-t-il d'autres? Vous-même, personnellement, ce sont ces aspirations-là que vous poursuivez. Premier volet de la question. Et le deuxième volet, en quelques mots, comment vous observez le monde actuellement, ce qui nous entoure? Quelques mots sur cette crise. Vous, quel est votre ressenti? Là, je parle vraiment pas spécialement du médecin, du spécialiste, mais de l'humain qui, est confronté, comme nous tous, finalement, au confinement, et puis au fait, d'être prudent et de faire attention aux aînés, aux personnes vulnérables et à l'ensemble de la population. Vu mon âge, je suis confiné en tant que personne à groupe à risque. Si vous voulez, pour ça aussi, j'ai le privilège que je peux aider l'hôpital au Laos à se préparer à l'épidémie qui est en train de se préparer au Laos avec des renseignements et des guidelines pour leur expliquer comment ils peuvent faire. Je répète, je me sens énormément privilégié parce que je sais que mon confinement, c'est un confinement de luxe, que je n'ai pas besoin d'avoir peur de ne pas avoir à manger. Je sais que si je tombe malade, j'ai des traitements absolument de pointe. Et c'est ça ce qui me fait très très grand souci, sachant que des grandes parties de la population du monde vont souffrir, et ils vont souffrir avec leur vie et pas seulement avec leur économie.
Merci beaucoup, docteur Jacques Gubler. Donc, on l'a dit, vous avez participé à la fondation de la branche de MSF en Suisse. C'était en 1982 et vous êtes actuellement toujours en train de vous solidariser avec, des projets internationaux, notamment actuellement avec ce projet au Laos. Merci à vous d'avoir pris du temps pour répondre à toutes ces questions et bon courage pour la suite des opérations. Merci à vous aussi.